Bonsoir, mesdames, messieurs. Nous vous souhaitons la bienvenue à votre émission hebdomadaire sur le hockey de la LHJMQ. Parlons LHJMQ, espérant ce soir que nous aurons encore un bon nombre de sujets qui pourront vous intéresser. À l'animation, bien entendu, encore une fois ce soir, Robin Otis. Je serai en compagnie de mon collègue que vous connaissez bien, Johnny Blanchette. Bonsoir, Johnny. Bonsoir, Robin. La semaine a été fertile en émotions. Principalement pour l'Océanique, on aura l'occasion d'en parler. Plusieurs matchs du Dracard de Baie-Comeau ont été à l'horaire également et pour les Remparts de Québec. Et c'est notre première thématique de l'émission ce soir, les actualités. Johnny, on va se garder le gros morceau de la dernière semaine. C'est survenu au Colisée financière Sun Life, la grosse victoire de l'Océanique face aux Remparts de Québec. Ça a été toute une semaine pour Alexis Lafrenière. On va y revenir dans un moment. Si on commence avec la semaine d'activité du Dracard de Baie-Comeau, ça n'a pas été facile du côté de la Côte-Nord. On a des blessés également dans l'alignement. On a certaines décisions à prendre. Donc, tu vas nous expliquer un peu tout ça. Bien, exactement. Le Dracard de Baie-Comeau, ça a été 4 défaites. Ça a été difficile. Beaucoup de matchs sur la route. Les 3 derniers sur la route, on fait face à Drummondville, Shawinigan et Victoriaville. Vous voyez à l'écran, c'est des défaites où on devra apprendre. On a pris les devants face aux Voltigeurs de Drummondville, la défaite de 7-4 que vous voyez à l'écran. Mais on a laissé l'adversaire reprendre les devants. Contre Shawinigan, tu parlais de blessés. Bien, Moody, le gardien de but vétéran, blessé pour assez longue période de temps, 4-5 semaines. Donc là, on a fait appel au jeune Shingarov, jeune gardien de but de 16 ans. Il a très bien fait, lui, face à Shawinigan. On a accordé le 3e but, le but vainqueur de Shawinigan, tard en 3e période, mais le jeune gardien de but avait vraiment bien fait. Donc ça, c'est le positif pour l'avenir. Mais encore là, c'est des défaites qui sont engendrées régulièrement. Il y a 2 semaines, on parlait que le Dracard allait quand même bien, mais là, depuis ce temps-là, ça s'est gâché. C'est beaucoup plus difficile d'aller engendrer des victoires. La dernière défaite contre Victoriaville en fusillade, ça aussi, ça fait mal. On tient le coup souvent dans les matchs, mais on ne trouve pas le moyen de gagner. On parle de défaites 2 fois contre les Cataractes, 1 fois contre les Tigres de Victoriaville. Des défaites par 1 but seulement. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme des bonnes nouvelles. On est dans le match. C'est serré, même sur la route. À Drummondville, on avait bien débuté la rencontre aussi. Mais quand on regarde tout ça, à la fin de la semaine, 0 point sur une possibilité de 8, c'est ce qui fait mal. Exactement. C'est ce qu'il faut corriger le plus vite possible. Comme tu l'as dit, on est dans le match. Plus que ça, même, on prend les devants souvent. Même face au Tigres de Victoriaville, le dernier match de la semaine, on menait 2-0, et ça en milieu de 2e. Donc là, on donne l'occasion à l'adversaire de revenir et ils viennent nous soutirer des points qui seraient précieusement acquis pour la fin de la saison. En parlant des Tigres, ils ont battu également les Remparts de Québec, les Remparts qui étaient sur la route pour 2 matchs, à Victoriaville en premier et par la suite. Mais pour affronter une formation qui, après les matchs de la dernière semaine, est sur une séquence de 12 victoires consécutives avant d'aller sur la route dans les Maritimes. Mais si on commence par parler des Remparts, première défaite 5-4 face aux Tigres. Exactement. On était dans le match. Kilb, le défenseur vétéran de 20 ans, une bonne performance à part 1 but, 2 passes dans ce match-là. On menait 4-3 en fin de 3e période. Les Tigres ont créé l'égalité. Il restait quelques secondes et on a perdu en prolongation par la suite. Donc, ça, on ne pouvait pas être très négatif avec ce match-là. C'est une équipe qui, les Tigres de Victoriaville, là, au classement, là, qui est tout près quand même des Remparts de Québec. C'est une défaite qui fait mal, mais la 2e défaite face à l'Océanique de Rimouski, elle, a fait mal beaucoup. Le pointage, 11-2, on accorde énormément de buts. On n'a pas été dans le match durant toutes les 60 minutes que le match a duré. C'est sûr que l'Océanique est une équipe plus aguerrie, plus expérimentée, mais le nombre de buts accordés, là, ça peut trotter dans la tête longtemps des joueurs. On avait commencé le match avec Côté-Cazenave. On l'a remplacé par Despatie à partir de la 2e période. On n'a pas fait d'autres changements de gardien. Bien entendu, c'était un match qui était à la grandeur du Canada en diffusion. Alexis Lafrenière et ses coéquipiers, qui sont assez bons offensivement par les temps qui courent, ont fait leur œuvre, mais il y a un certain moment dans le match, pour avoir été présent sur les lieux, où les Remparts ont baissé les bras. L'Océanique dominait au niveau du temps de possession. On avait de la misère à diriger des tirs vers Colton Ellis. On a atteint la 10e presque à la fin du match. Ça a été difficile. Et quand Alexis Lafrenière décide de dominer une rencontre, un but 6 passes égale le nombre de passes record pour un match chez l'Océanique. 1 point seulement du total de 8, qui est le record chez l'Océanique dans un match également. On l'a presque pas utilisé en 3e période. Pas en avantage numérique également en 3e.
avait reçu 2 bâtons au visage, a été coupé à une des 2 occasions. Je pense que Serge Beausoleil ne voulait pas prendre de chance avec un voyage dans les Maritimes qui va s'avérer névralgique pour la position au classement. C'est ce qui vient, c'est la prochaine semaine qui est ultra importante pour l'Océanique. On va affronter les Wildcats de Moncton et les Skinny Eagles du Cap-Breton, entre autres, là, 2 équipes là, qui sont tout près de nous au classement. Mais tu as raison, en troisième période, ça donnait pas grand-chose d'utiliser Alexis là-dedans. Un match où on aurait pu occasionner une blessure, donc on n'avait rien à gagner là. Le match précédent, par contre, si on veut regarder la semaine au complet de l'Océanique là, face à l'Armada de Boinville-Boisbriand, on menait 4-0 en première période. C'était très facile, mais par la suite, on a donné l'espace nécessaire à l'adversaire de revenir de l'arrière, ce qu'on n'a pas apprécié chez les entraîneurs. Ça, on devra corriger ça parce que contre les équipes un peu moins bien nanties, souvent, on met la pédale, on enlève le pied sur l'accélérateur, ce qu'on n'a pas fait dimanche. Par contre, là, on a bien appris, mais il faudra se souvenir de tout ça. 10 points au total pour Alexis Lafrenière au cours de la dernière semaine en 2 matchs. Ce qui est intéressant également, Drew Coxhead, 2 buts, 2 passes contre son ancienne équipe. Nicolas Guay a mentionné en entrevue, se sent de plus en plus à l'aise dans l'uniforme. Je dirais des blancs, parce qu'en deuxième moitié de saison, ils sont en blanc au Colisée financier à Sun Life. C'est juste des bonnes nouvelles. Les blessés sont de retour pour la majorité d'entre eux, Johnny, et autant sur les trios que sur les duos de défenseurs, on commence à avoir une très belle stabilité pour terminer la saison. Exactement. C'est ce qu'on recherche, bien terminer la saison dans les bons rôles. Et il semble que tout le monde accepte son rôle dans l'échiquier de l'Océanique. Donc, c'est la raison pour laquelle on a 12 victoires de suite. Bien, où ça va bien chez l'Océanique également, bien, c'est notre prochaine thématique au niveau de l'émission. Les unités spéciales, on va voir ça à l'instant. La position au classement au niveau des associations va être très importante, Johnny, pour les premiers tours des séries. Ça va être important également de bien performer pour arriver dans les séries éliminatoires sur le bon pied avec la cohésion. On vient de le mentionner tous les deux. Et souvent, dans les formations qui sont haut dans le classement général, on les voit haut également au niveau des unités spéciales. Si on commence par regarder, ça, c'est les meilleurs marqueurs en avantage numérique. Mais c'est pas étranger à la position des équipes. Absolument. Alexis Lafrenière, Cédric Paré, Isaac Béliveau, Félix Robert et Samuel Poulain, autant pour l'Océanique que pour le Phoenix, dominent. C'est le top 5 au niveau des meilleurs marqueurs. C'est le moteur offensif de ces équipes-là. Et tu l'as dit, plus la saison avance, plus c'est important l'avantage numérique pour les joueurs offensifs. On va chercher une stabilité, on va chercher une confiance pour les séries éliminatoires. Et lorsqu'on marque régulièrement l'avantage numérique, mais dans les séries, on a des séries plus expéditives. Souvent, les premières, ce qu'on recherche chez les équipes de tête, parce qu'on ne veut pas gaspiller trop d'énergie. Donc, tout ça, avec la fin de saison qui approche, on achève cette saison régulière. Cette statistique-là, l'avantage numérique, le désavantage numérique devient vraiment névralgique. C'est pour ça qu'on l'a mis là-dedans. Et moi, ce que j'aime chez l'Océanique, on parle d'Alexis Lafrenière, de sa tête de hockey, de son intelligence qui est au-dessus de la moyenne. Ils sont au 2e rang à 29 %, mais Lafrenière a seulement 5 buts, Johnny, en avantage numérique, contre 33 mentions d'assistance. C'est le fabricant. Il trouve le joueur libre sur la glace et on devient imprévisible chez l'Océanique dans ces situations de jeu. Et on n'a pas le choix que Lafrenière utilise son QI hockey parce qu'habituellement, dans les matchs où c'est serré, ça n'a pas été le cas contre les Remparts de Québec, là. Je le dis avec un petit sourire en coin, mais quand les rencontres sont serrées, souvent, on l'utilise presque 2 minutes en entier. Oui. Donc, on doit trouver des solutions avec le 11 souvent au point d'appui. Exactement. Et il est capable de varier son jeu. Moi, ça ne me surprendrait pas qu'éventuellement, on le voit lancer davantage parce que là, tout le monde va penser à la passe. Donc, éventuellement, on va jouer avec ça, c'est certain. Mais si on regarde les statistiques, le tableau qu'on a vu précédemment, les avantages numériques, vous avez vu les 3 premières équipes, c'est des équipes de tête. Donc, c'est des équipes bien nanties, beaucoup de joueurs offensifs. Ce qu'il faut mettre en lumière, c'est le 4e rang, Bécomo qui est au 4e rang. Les joueurs du Drakkar de Bécomo, on le voit, c'est difficile dernièrement pour les victoires. Mais en avantage numérique, on performe bien. Des Légaré qui a 12 buts en avantage numérique, Proulx qui a 18 points en avantage numérique. C'est des statistiques impressionnantes également pour ces formations-là qui sont plus jeunes, moins bien nanties. Donc, il faut mettre en lumière les statistiques importantes, surtout pour le Drakkar de Bécomo. Comme on dit, c'est difficile dernièrement, mais en avantage numérique et même en désavantage numérique, vous allez voir, ça va très bien de leur côté. Et tu as raison, il y a des joueurs qui sont clés, qui ont des statistiques un peu meilleures que les autres, mais il y a des équipes là-dedans, Bécomo 3e, les Eagles 4e, les Moussettes d'Halifax, il y a eu des départs et ont réussi à se maintenir
quand même, bon, là, je regardais en désavantage numérique, je parle des Wildcats de Moncton, Dracard de Bécomo et Remparts de Québec en avantage même numérique. les Tigres. C'est rendu un petit peu trop loin. Même les Tigres de Victoriaville, on travaille en unité de 5. Exact. Donc, on distribue bien les points sur les deux vagues. Ça, c'est ce que je voulais dire en désavantage numérique. Vous voyez les équipes performent adéquatement et pour des équipes comme le Dracard de Bécomo, les Moussets, les Cataractes de Shawinigan où on domine peut-être un peu moins en deuxième moitié de saison, où on hérite de plus de pénalités, on réussit quand même à s'en sortir. Pour expliquer ça, c'est qu'en désavantage et en avantage numérique, on raccourcit le banc. C'est souvent les mêmes joueurs, les joueurs vétérans. Là, ça fonctionne bien. Lorsqu'on joue à 5 contre 5, on donne de la glace à plusieurs jeunes joueurs. On parle du Dracard, on parle des Tigres, c'est des équipes plus jeunes, donc on expose des jeunes qui vont nous occasionner souvent des buts. Il y a une statistique qu'on a vue dans les 2 derniers tableaux qui est importante pour la suite des choses pour les Saguenay-Chicoutimi. On est quand même très loin. On est 10e en avantage numérique. C'est pas assez, si tu veux mon avis. On devra travailler là-dessus. C'est pas parce qu'on n'a pas les outils pour performer en avantage numérique. Et même en désavantage numérique, c'est difficile aussi pour cette formation-là. Je m'attends à de bien meilleures performances à ce chapitre-là pour finir la saison. Parce que dans les séries éliminatoires, on l'a dit, les Saguenayens vont avoir besoin de leur unité spéciale. Des joueurs blessés, des joueurs surtaxés. Patrick Kide qui est absent. Oui, ça paraît. Hendrix Lapierre. Bon, là, on l'a vu un peu là, avec la promotion du repêchage qui va se dérouler au Centre Bell. Est avec son chandail des Saguenayens, mentionne dans les médias, j'ai recommencé à m'entraîner depuis un certain nombre de semaines. J'ai plus de maux de tête en tant que tel. Par contre, on laisse les semaines passer. On veut voir les bonnes semaines s'enchaîner de Johnny au niveau de sa condition. C'est un jeune joueur qui peut aider les Saguenayens, je dirais, dans la dernière poussée vers les séries, mais durant les séries. Mais du côté de son agent, du côté de sa famille, du côté du jeune homme et de l'organisation des Saguenayens, on pense à sa santé et on pense au premier jour du reste de sa carrière qui va s'en venir également pour le mois de juin. Exactement. Donc, on ne peut pas prendre de chance avec ça. Il a connu 2 épisodes de commotion cérébrale très rapprochés et la dernière a semblé sonner beaucoup. Là, donc, il ne faut vraiment pas prendre de chance avec ce jeune talent. Et ça va être intéressant là, si on veut améliorer, justement, tu parles des statistiques au niveau des unités spéciales, mais revoir les joueurs dans la bonne chaise, revoir ces joueurs-là revenir. Puis là, le synchronisme ne sera peut-être pas au rendez-vous au départ parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans la Ligue Chicoutimi. Il y a ça. Il y a aussi, il faut que les joueurs acceptent leur rôle, Robin. Ça, c'est très important. Là, on a beaucoup de joueurs offensifs. Est-ce qu'il y en a qui boudent parce qu'on est sur la deuxième paire? On n'est peut-être pas au bon positionnement. On aime mieux jouer à gauche ou à droite. Il y a peut-être des mécontents aussi, ce qui pourrait peut-être expliquer certaines choses. Certains joueurs font la différence dans les unités spéciales, mais doivent faire la différence également dans des matchs qui sont serrés. On vous l'a mentionné. Il y a beaucoup de matchs qui se terminent par 1 but, par 2 buts. Le moment où les joueurs sortent de l'ombre marque le but important pour faire la différence dans les matchs. C'est notre prochaine thématique. Les joueurs avec le plus de buts gagnants cette année dans la LHJMQ. Johnny, habituellement, les joueurs qui dominent cette catégorie-là, c'est les joueurs, oui, qui sont un peu partout dans la Ligue, qui sont dominants, comme je viens de le mentionner, mais souvent, c'est les gars qui n'ont pas peur de se salir le bout du nez, qui sont dans le milieu des 2 cercles de mise en jeu, qui sont là pour prendre des rebonds de leurs coéquipiers, faire dévier des rondelles. C'est pas toujours des buts élégants, principalement quand on s'approche de plus en plus du printemps. Et vous allez le voir à l'écran, les 2 premiers candidats que je viens de décrire, je pense qu'ils répondent bien à la définition. Absolument. En tout cas, on a le physique de l'emploi, ça c'est certain pour le positionnement devant le filet. Sokolov, 40 buts déjà, Robin. Sokolov, l'an passé, c'était 21 buts, 30 passes pour 40 points. Cette année, vous voyez ses statistiques. Gros bonhomme, 6'4", 2'31". C'est un gars qui a fait sa place avec l'équipe de la Russie au championnat du monde. Il fait écarquiller bien des yeux, pas repêché. Il a été invité par Columbus l'an passé, mais là, cette année, d'après moi, il va être sélectionné, c'est sûr. Voyons, on le connaît bien dans l'Est du Québec. Déjà évolué avec l'Océanique de Rimouski. Lui a trouvé sa touche qu'il avait dans le midget 3, point de vue, marqueur de but. C'est un gros bonhomme aussi. Mais il y en a d'autres là-dedans. Là. Campbell, c'est vraiment son ascension cette année. C'est un ancien des Sea Dogs de Saint-Jean, également du Cap-Breton. C'est un autre gros bonhomme, style de joueur un peu comparable aux 2 autres, peut-être un petit peu moins talentueux offensivement, mais quand même performe très bien cette année. Il y avait 13 buts à sa meilleure saison, et cette année, il y en a déjà 22 et plus, là, donc ça va bien de son côté. Moi, il y en a un que je veux mettre en surbrillance qui n'est pas dans le tableau, Robin, c'est Bourgault.
le jeune Bourgault de Shawinigan, 17 ans seulement, 32 buts depuis le début de la saison. Ouais. Il y en a 6 buts gagnants, mais 32 buts, 32 passes pour 64 points à 17 ans. Lui, il passe sous le radar. Il faut vraiment l'avoir à l'œil parce qu'il va remplir le filet pour plusieurs années. Et Johnny, dans le tableau qu'on a vu à l'écran, il y a un défenseur, c'est Justin Bergeron. Oui. Il a séparé un peu tout ça entre Rimouski Oui. et principalement Rouyn-Noranda. C'est lui qui a le meilleur ratio. Je parle du nombre de buts gagnants versus le nombre de buts total. Là, c'est 50 de ses filets. Édouard Charon également avec Drummondville, 6 sur 13 et 6 sur 17. Kieran Craig. Et je ne sais pas au total là, de mémoire comment les Olympiques de Gatineau ont de victoire. Ça n'allait pas très bien à un certain moment. Il a eu son mot à dire, il a été blessé. Il va faire partie de la relève là, chez les Olympiques pour les prochaines saisons. Exactement. C'est un jeune battant aussi. Donc, on reconstruit à Gatineau. Bon, on a besoin de piliers solides. Bien, lui, ça va en état. Tous les autres ont une vingtaine de buts ou plus. Donc, vous voyez que tous ces joueurs-là vont être importants d'ici la fin de la campagne. Toutes ces victoires-là, Johnny, tous les points qu'on peut récolter, même quand on amène les rencontres en prolongation ou en fusillade, là, on va vouloir récolter tout ça et l'Océanique a un voyage important sur la route qui s'en vient. Oui, absolument. Il y a des jeunes joueurs dans le classement aussi, des buts gagnants. Ça, c'est important. C'est pas seulement des vétérans, c'est pas seulement les meilleurs marqueurs. Il y a des joueurs qui sortent un peu de nulle part, donc c'est bien de les mettre en évidence. On va voir à l'écran nos prochains reportages sur la chaîne Ma Communauté au niveau du hockey de la LHJMQ. On va prendre le temps de les regarder ensemble. Si l'Océanique va dans les Maritimes pour à peu près la prochaine semaine et demie, ben on va recevoir à notre tour du côté de la troupe de Serge Beausoleil sur nos ondes le 28 février à compter de 19h15, émission d'avant-match, 19h30, début de la rencontre, les Mousettes d'Halifax. Un duel qui peut déterminer beaucoup de choses au niveau du classement, Johnny, dépendant des résultats de la semaine à venir. C'est la visite des Wildcats de Moncton à Rimouski le 1er mars sur nos ondes. Par la suite, on aura un doublé du Drakkar de Baie-Comeau les 14 et 15 mars. Donc, Victoriaville à Baie-Comeau, Chicoutimi à Baie-Comeau. Ça aussi, ça nous laisse jamais indifférents. C'est une bonne rivalité entre les deux équipes, il ne faut pas l'oublier. Et des affrontements qu'on présente relativement souvent sur nos ondes, le Drakkar de Baie-Comeau et l'Océanique de Rimouski. Vous comprendrez que c'est les deux équipes qu'on suit particulièrement sur la Rive-Sud et sur la Côte-Nord. Alors, on va être à la fin de la saison, le 20 mars, 19h15. Pour le Drakkar de Baie-Comeau, peut-être un match qui aura une signification de finaliser, de peaufiner les choses vers les séries. Pour l'Océanique de Rimouski... On aura peut-être l'occasion de choisir notre adversaire aussi, là, parce que c'est très serré dans le bas du classement aussi. On parle beaucoup du haut de classement, mais le bas de classement est très serré. Donc, pour le Drakkar et pour l'Océanique, ça voudra probablement dire quelque chose, ces deux matchs-là. Effectivement, ça va être une fin de saison relativement intéressante. Et là, Johnny, c'est intéressant pour les prochaines séries, mais c'est intéressant aussi pour les jeunes joueurs, dont à Baie-Comeau, de consolider des postes pour l'an prochain, ce qui n'est pas assuré pour beaucoup de monde quand même chez la Côte-Nord. Non, il va y avoir de la place dans l'alignement, mais oui, tu as raison. Il y a des jeunes joueurs qui doivent prioriser les efforts présentement parce qu'on prend des notes. Tu as raison de le mentionner, mais c'est souvent comme ça. Dans les séries éliminatoires, il y a des jeunes joueurs qui font écarquiller des yeux, il y a des vétérans qui ne font pas le travail ou souvent font le travail et s'assurent d'une place de 20 ans. Oui, il y a plein de choses qui peuvent se jouer encore une fois. Dans la prochaine semaine, est-ce que l'Océanique va poursuivre dans les Maritimes sa séquence de 12 victoires consécutives? Est-ce que le Drakkar va arrêter la glissade avec la dernière semaine? 4 défaites, Johnny, ça va être intéressant de suivre ça et ça va être des sujets qu'on va pouvoir discuter ensemble dans notre rendez-vous de la semaine prochaine. Exactement. Ça va être une bonne semaine de hockey encore une fois. Merci, Johnny. Et de mon côté, je vous souhaite une bonne semaine de hockey junior. Bye-bye, mesdames, messieurs.